L'histoire commence avec une scène où on nous montre 4 grands maîtres d'arts martiaux qui se disputent le titre de meilleur guerrier. Mais le culte démoniaque craint de tous, et qui avait pour but de dominer sur tout le Murim, leur tendirent un piège afin de les capturer. Ces derniers ont été enfermés dans la prison souterraine du culte démoniaque, auquel ceux-ci ont été contraints d'apprendre toutes leurs techniques d'arts martiaux à un membre du culte. Le but du culte est simple. Ils veulent qu'un de les disciples les plus distingués puisse apprendre les techniques des 4 maîtres pour enfin les enseigner au culte. Les 4 maîtres ne veulent rien apprendre à ce vaurien qui veut leur pied leur technique et commence même à le menacer. Mais ce dernier les fait comprendre que lui aussi est en danger car dès qu'il aura fini de leur enseigner, ceux-ci le tueront à coup sûr. Il conclut alors un pacte avec ceux-ci, et s'engagea à enseigner la mauvaise technique au culte tout en attendant le jour où il pourra maîtriser ces 4 techniques à lui tout seul. 10 années après, ceux-ci ont cru qu'il les avait tout appris et comme convenu, ils veulent se débarrasser de lui car il en sait beaucoup trop sur le culte, mais celui-ci ne compte pas se laisser faire aussi facilement, et lance un assaut sur ces derniers accompagnés des 4 grands maîtres derrière lui. Celui-ci fait savoir à ce dernier qu'il ne pourra rien faire contre eux même avec l'aide de ses maîtres car ceux-ci ont été gravement malmenés pendant une durée de 10 ans, donc sont en piteux état. Mais ce dernier lui fait comprendre qu'il ne s'est pas contenté que des techniques des 4 maîtres, ah non, il a aussi appris la technique démoniaque du roi du culte démoniaque. Cette technique s'appelle la technique secrète défiant les cieux, une technique que seul le Sheoma du culte démoniaque peut réaliser. Celui-ci n'arrive pas à croire ce qu'il voyait devant lui, et se demande comment c'est possible. Le groupe de celui-ci commencèrent à prendre le dessus sur tous les membres du culte présents sur les lieux, exterminant tous ceux qui en voulaient à leur vie. Mais tous furent écourtés dans leur mouvement quand le seigneur du culte démoniaque en personne fit son entrée à l'enceinte, provoquant ensuite une énorme explosion tuant ainsi tous ceux qui se trouvaient dans la grotte, y compris notre héros. Par la suite, nous voyons un jeune homme en train de rêvasser en plein jour, exprimant comment le ciel était si beau aujourd'hui. Soudain, un enfant vint l'interrompre dans ses dires, lui forçant la main de venir les entraîner sérieusement au lieu de rêvasser. Mais il accepta tout de même, car il n'a pas beaucoup le choix. Son nom est Baek Suryong, un jeune maître en arts martiaux du dojo Baek. Effectivement, ce Baek Suryong est le disciple des 4 maîtres morts par la main de Sheoma du culte démoniaque. Il s'est réveillé dans le corps de celui-ci par pur hasard, après sa mort dans la prison souterraine du culte. Le corps auquel il a été affilié est très faible et souffre d'une maladie cardiovasculaire, qui ne peut être soignée par aucun médecin, d'après ce qu'ils disent. Le pire, c'est qu'il ne peut même pas utiliser le Negong, et peut que se servir du Waigong pour se battre exactement comme dans sa vie passée. La mère de Baek était elle aussi malade de la même maladie et est morte quelques années après sa naissance, et ce corps a fait plusieurs arrêts cardiaques et cette fois était probablement la dernière et celui-ci est entré en possession du corps. Il est souvent considéré comme le plus faible, et sous-estimé car il ne peut même pas utiliser le Negong, d'autant plus qu'il ne pourra jamais être soigné de sa maladie d'après les dires de tous les médecins, que son père a acheté les services. Mais Baek Suryong de son nouveau nom, étant une personne venue de très loin, connaît effectivement tous les remèdes pour soigner sa maladie, le problème est seulement l'argent car les élixirs pour en fabriquer sa potion sont très chers, et les insultes, il s'en fout complètement. Malgré que le corps de Baek soit vraiment très faible, le propriétaire du corps ne s'est pas laissé abattre pour autant et a insisté à apprendre les arts martiaux, car son père est le véritable maître de ce dojo. Ça fait plus de 3 mois qu'il s'est réincarné, mais les souvenirs des arts pratiqués par le propriétaire le parvient jour pour jour, et celle-ci, plus les arts des 4 grands maîtres d'antan, et la technique utilisée par le fondateur du culte démoniaque, font de lui le plus puissant être du Murim à l'insu de tous. C'est l'histoire de Baek Suryong, un réincarné qui va façonner un meilleur monde pour tous ceux qui veulent bien rêver et aspirer à la force. Quelques heures après, le père de notre protagoniste blâme ce dernier parce qu'il n'a guère ménagé les jeunes disciples de leur dojo. Mais de son temps, les disciples étaient bien plus entraînés, bien plus coriaces que cette bande de branleurs qui lui sert de disciples, et essaie de faire comprendre à son père que cela est essentiel pour leur progression. Il ne se désenrage pour autant et l'assomme un violent push étant énervé. De son côté au sol, Baek se demande comment il fait pour être aussi rapide, car celui-ci voit toutes ses attaques mais au moment de les esquiver son corps ne peut suivre ses réflexes. Son père se nomme Baek Mueom, et est le véritable maître du dojo Baek. Soudain alors qu'il parlait, un enfant sorti de nulle part, entre dans le dojo Baek et demande au maître de sauver un de ses élèves aux portes de la mort. Subitement, il commence à toucher les pressions essentielles pour stabiliser les souffrances du jeune. Celui-ci vient demander de l'aide au chef des lieux d'aider et sauver son fils, mais celui-ci demande avec précision s'il s'agit là d'un mal survenu lors de l'entraînement imposé par Baek Suryong, que ce dernier répondit négativement, disant que son enfant a été tabassé par un élève d'une autre école dans les parages. Il lui dit par la suite, que ce n'est pas grave, que les enfants s'affrontent souvent de la sorte, mais à présent tout ce qui l'importe est la survie de son enfant. Mais le frère du blessé prirent la parole, disant que c'est le dojo Juin qui a commencé à les provoquer, en insultant le dojo Baek avant que celui-ci s'est mis en colère. C'est bien la première fois que notre protagoniste entend ce nom depuis qu'il est revenu à la vie, mais son père avait déjà entendu parler de quelque chose comme ça dans la campagne. D'après les rumeurs, le chef du dojo Jin fait partir d'un très grand clan renommé, connu sur le nom du clan Namgung. Mais Baek Suryong se demande pourquoi un tel clan viendrait jusqu'à ce village pour créer un dojo, cela est effectivement très suspect. Le jeune garçon les fait comprendre que celui qui a battu son frère
avait connaissance de leur technique et pouvait anticiper les mouvements de son adversaire, que Baek Suryong se dit que c'est de la tricherie, que cet enfant doit avoir reçu les enseignements du dojo Baek. En vérifiant attentivement, il aperçoit des marques sur le corps de l'enfant couché et comprend que celui-ci a été tabassé dans le but de le tuer. Baek Suryong et son père prirent la décision d'aller rendre visite au dojo Jin pour qu'ils punissent leurs disciples pour cet acte. Le lendemain matin, tous les deux se trouvaient à l'entrée du dojo Jin comme convenu, mais fut accueilli par un membre important qui les demande pourquoi ceux-ci font autant de vacarme comme ça. Baek Suryong a vite compris que ce dernier a une allure d'un bandit, et se demande s'il fait partir du clan Namgung comme on le dit. Rien qu'en l'observant, il constate que cet individu placé devant lui est un guerrier de seconde zone, tandis que le père de celui-ci prirent la parole du coup présentant les méfaits de leur élève. Mais ce dernier n'a que faire de ces conneries, lui demandant pourquoi il se dérangeait autant pour une simple dispute d'enfant, mais le maître du dojo Baek lui fait comprendre que son élève a été battu presque à mort. Directement, le maître du dojo Jin affiche alors un sourire narquois sur son visage, disant au père de Baek qu'il apprend à ses disciples de la merde, c'est pour cela qu'ils sont faibles au point de ne pas se défendre correctement à une simple dispute de gosse. Le père de Baek lui fait comprendre qu'il n'enseigne pas à ses disciples de blesser les autres sans raison, mais constate que ce n'est pas le cas pour le dojo Jin. Celui-ci interpelle l'un de ses anciens disciples nommé Yang Sam, lui demandant pourquoi il a attaqué l'un de ses amis si cruellement, que celui-ci se mit à bégayer disant que tout ceci est un malentendu, qu'il s'est battu à la loyale. Mais le maître du dojo Baek lui demande avec certitude si c'était bien le cas, mais le maître du dojo Jin lui demande avec colère ce qu'il est en train de faire à son disciple, sur quel droit et ce qu'il adresse la parole. Baek Suryong essaie de prendre la parole pour mieux expliquer les méfaits, mais celui-ci les fait savoir qu'il n'est pas étonnant que son disciple se soit fait battre, vu le niveau de son maître, ce qui les a laissés bouche bée face à de telles paroles. Tous les individus mobilisés sur place commencèrent à lancer des mots au maître du dojo Baek, de se battre contre le dojo Jin, mais notre protagoniste a vite compris qu'il s'agissait d'un piège monté de toutes pièces par ceux-ci. Si son père refuse de se battre, les gens considéreront que le dojo Baek est très minable, et les disciples de celui-ci le quitteront pour rejoindre le dojo Jin. De même s'il provoque un combat contre eux, les gens diront qu'il cherche à venger les blessures de son disciple blessé à mort. De toute façon, toutes décisions prises par le dojo Baek tourneront à l'avantage du dojo Jin, un plan parfait pour descendre la famille Baek d'un seul coup d'après celui-ci. À l'arrière, un vieillard semble s'approcher au lieu de nos personnages très lentement, et dès que les disciples le virent, tous se mirent à le saluer avec respect. Il vient et commence à vanter ce dernier, disant qu'il est le cousin de la grande famille Namgung, donc ses arts martiaux sont plus puissants que celui du dojo Baek. D'après les dires du vieillard, celui-ci commence à se jeter des fleurs, disant qu'il ne fait pas partir de la lignée directe mais au moins, il fait de son mieux pour ne pas salir le nom de sa famille. Baek Suryong a vite compris que ce dernier était un vrai bandit, et qu'il ne faisait même pas partir du clan Namgung. Le jeune homme s'approche vers lui en acclamant, lui jetant à son tour des fleurs à la grande surprise de son père, et même du maître adverse, qui ne comprend pas ce que fait Baek Suryong. Il leur demande si les arts martiaux que ceux-ci enseignent sont effectivement ceux de la famille Namgung, que celui-ci lui répondit par une affirmation, et commença encore à se jeter les fleurs, disant à Baek Suryong s'il souhaite rejoindre leur dojo pour apprendre ces techniques. De ces mots, les dires des villageois commençaient à jouer en faveur du dojo Namgung, que le père de Baek Suryong demande à son fils ce qu'il fout, mais celui-ci lui fait un clin d'œil lui disant d'avoir confiance en lui. Notre protagoniste les demande pourquoi leurs auras est-il si meurtrière alors qu'ils disent faire partir du clan Namgung, à croire que leur art martial se sert qu'à faire le mal. Tous étaient complètement abasourdis de la situation et commencèrent à se poser des questions, alors que l'atmosphère commençait à changer en faveur du dojo Baek. Ils continuent en disant qu'ils se cachent sur des bien méfaits qu'en fait, ils passent leur temps à faire des conneries mais le maître du dojo Jin ne pouvait plus supporter ces absurdités et ces accusations provenant de Baek Suryong, commençant à le menacer de le tuer s'il ouvre sa bouche encore. Le père du héros interpella son fils par télépathie, lui demandant comment il pouvait en être si sûr qu'il utilise un art martial destiné à faire le mal, mais notre protagoniste lui demande de ne point intervenir, il gère tout. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Baek Suryong propose à toute la population présente sur les lieux, d'envoyer des fleurs à la grande famille Namgung pour montrer leur générosité au clan, d'avoir installé un dojo dans leur village, par la suite, savoir s'ils disent vrai qu'ils appartiennent au dit clan. L'individu-ci ne pouvait plus rester là les bras croisés alors qu'on est en train de les insulter, menaçant Baek Suryong et son père de mort. La foulée voyant cela, commencèrent à changer d'avis sur le dojo Jin, où celui-ci a entendu leur dire et commence à paniquer. Le vieillard en question vient et commence à dire à notre protagoniste d'arrêter ses dires immédiatement, car il ne pourrait les supporter, mais Baek Suryong avait déjà compris que ce dernier est le vrai maître des lieux. Il dit ensuite que si la famille Namgung apprend cela ils ne resteront pas les bras croisés mais puisque Baek Suryong est encore jeune, il laisse passer pour cette fois. Alors, il propose au maître du dojo Baek de rester là pour aujourd'hui, car les méfaits de Baek Suryong sont beaucoup trop absurdes. Mais notre protagoniste ne va certainement pas se laisser faire aussi facilement car dans sa vie antérieure, il a enseigné des techniques d'assassinat pendant une période de 10 ans, donc ils ne l'auront pas. Il croyait vraiment qu'en le menaçant il allait avoir peur, il sait bien qu'il bouillonne au fond de lui de colère mais pourquoi le cacher? Il continue dans ses dires, mais le vieillard en avait assez de ce mioche qui ne connaît pas sa place, il était déjà à bout de patience, avant d'exploser de rire, à la surprise de tout le monde, dégageant une aura les plus meurtrières qui puissent exister au passage, dans l'optique de tout détruire.
Et son corps est en train de se métamorphoser aux yeux de tout le monde. Quant à Baek Suryong, il est assez fier que celui-ci ait enfin mordu à son piège et dévoilé sa véritable nature. Il doit avouer que notre protagoniste est vraiment perspicace mais, à compter de maintenant, il va regretter ses dires. Les villageois commencent à comprendre la situation peu à peu, et décident de rentrer chez eux mais, ce dernier ne semble pas être du même avis que ceux-ci puis fracassa le sol violemment de colère, les disant que celui qui bougera sera directement éliminé d'un coup, et aussitôt, les disciples de celui-ci prirent les devants empêchant à qui que ce soit d'en sortir des lieux. Maintenant que c'est fait, il va s'occuper de celui qui a capoté ses plans c'est-à-dire Baek Suryong, mais le père de celui-ci fait comprendre à son fils de rester en retrait, car il suppose qu'il n'a plus besoin d'être respectueux à présent. Il lui dit ensuite qu'il a été courageux tout à l'heure mais, qu'il doit laisser son père s'occuper de tout puisqu'il ne peut même pas utiliser de Negong. Mais avant qu'il ne finisse même de parler, celui-ci s'était lancé sur lui dans le but de le tuer, mais le père de notre protagoniste a réussi tout de même à le contrer de justesse, l'envoyant valsiner à plusieurs mètres en arrière. Il ne savait vraiment pas que ce dernier était aussi fort, car son épée vibrait de ce coup. Mais celui-ci ne donne aucun répit au maître Baek, lui hurlant de se battre entre maîtres, et qu'il est sûr d'être plus puissant que lui et va le tuer, mais le père de notre héros n'est certainement pas un amateur, et bloqua son assaut de justesse. Il hurle à son fils de profiter de cet instant et de prendre la fuite, mais Baek Suryong se demande si son père ne déploie pas tout son potentiel à cause de lui. Mais de son côté, le vieil homme qui a muté en un grand guerrier, s'approche lentement vers notre protagoniste, et d'un coup disparaît du champ de vision de celui-ci à sa grande surprise d'ailleurs, avant d'apparaître derrière lui pour le détruire d'un seul coup mais Baek Suryong, esquiva son médiocre attaque avec quand même beaucoup de fracas, se demandant comment celui-ci peut être aussi rapide. Ce dernier entraîna d'innombrables coups par la suite, espérant le toucher d'un moment à l'autre quand il sera épuisé, disant à notre jeune homme qu'il ne doit pas avoir peur car il va d'abord bien s'amuser avec lui avant de le tuer. Alors comme ça il le sous-estime. Il va lui montrer son vrai potentiel dans ce cas, et celui-ci va regretter d'avoir baissé sa garde. D'un coup, Baek Suryong l'avait donné un violent au niveau du torse que celui-ci l'a bien senti passer sur lui, le faisant rebrousser chemin à quelques mètres en arrière. Cette fois-ci il est bien en colère et ne va plus baisser sa garde, donc Baek Suryong devrait déjà se préparer à mourir de ses mains. Mais des pièces d'argent furent injectées sur son champ de vue, mais celui-ci les apparaît facilement, permettant à ce dernier de se déplacer derrière lui à vive allure, lui chuchotant que ce n'est pas la première fois qu'il survit avec un corps sans Negong au plus gros désarroi de celui-ci. Il essaie quand bien que mal de l'attaquer, alors que celui-ci esquiva ses coups avec une telle facilité, puis se trouvant derrière lui pour enfin le porter un coup sur un point vital. Mais celui-ci ne tombe pour si peu, et Baek Suryong continue avec un autre attaque dans le dos à pleine puissance, avant de le mettre plusieurs violents coups de genou en plein dans la figure, au plus gros chromatisme de ce dernier. Mais ce n'était pas encore terminé pour notre protagoniste qui se déplace rapidement de côté, avant de donner un véritable combo d'attaque dans tous les points vitaux de son adversaire, qui comprend trop tard qu'il est dans une impasse et que son corps était désormais paralysé. Mais il refuse de se laisser vaincre aussi facilement, en attaquant Baek Suryong une fois de plus, mais celui-ci avait réussi à l'esquiver au dernier moment. Cette fois-ci il est en colère x10, et n'a qu'une seule chose dans la tête, tuer, 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 tuer. Les attaques aux points vitaux ne fonctionnera plus maintenant d'après notre protagoniste, alors que l'enragé s'approchait rapidement pour vite en finir avec lui, mais Baek Suryong a su parer tout sa contre-attaque de justesse avec une facilité déconcertante. Celui-ci n'en pouvait plus. Ça fait bien longtemps qu'il attaque ce morveux mais alors, pourquoi ne l'a-t-il pas encore effleuré ne serait-ce qu'une seule fois? Mais un gros ponge de la part du héros sous-estimé prirent possession de son visage, l'aveuglant légèrement d'un court instant, avant que celui-ci n'agite ses mains dans tous les sens sans raison. Notre protagoniste s'était donc déplacé derrière lui à la vitesse de la lumière, l'assénant un très bon violent punch en plein la tête, ce qui a eu pour effet d'évanouir ce dernier sur le coup. Baek Suryong croyait que celui-ci a eu son compte pour cette fois mais, en voulant partir, la silhouette de l'énorme monstre enragé derrière lui n'était pas d'accord avec celui-ci, et pouvait toujours continuer le combat. Mais au moment où notre protagoniste croyait qu'il allait y passer à cause de l'attaque de celui-ci, la main du monstre survolait les cieux. C'était le maître du dojo Baek, qui avait tranché le bras de celui-ci, profitant de l'occasion pour l'évanouir, après avoir vaincu l'autre qui se battait avec lui tout à l'heure. Les villageois lançaient un véritable cri de soulagement après la victoire du dojo Baek, disant qu'ils sont les meilleurs, alors que le père de Baek Suryong dit à son fils qu'ils auront beaucoup à se dire dès que rentré. Mais avant même qu'ils ne finissent de parler, le corps faible de celui-ci s'écroula à la surprise de tous. Quelques jours après, notre protagoniste était comme d'habitude en train de rêvasser, alors qu'il s'est permis de les punir à s'entraîner à une posture difficile sans lui. Ceux-ci commencèrent à parler de la victoire écrasante de Baek Suryong et son père face au dojo Jin, ajoutant d'innombrables éloges funèbres, déformant quasiment la réalité. Mais au bout d'un certain temps, Baek Suryong était vraiment au bout du rouleau demandant à ceux-ci pourquoi racontent-ils des conneries alors qu'ils sont en plein entraînement. Mais son père vient le voir lui disant qu'ils ont un invité de marque, donc ils doivent se préparer à les accueillir comme il se doit. Il en fait une bizarre tête, d'après son fils. Peut-être un autre problème est encore survenu, mais son père l'écourta pour le faire comprendre qu'il s'agit là d'un membre de l'Alliance du Murim, qui vient arrêter les bandits utilisant la puissance de la faction démoniaque. En effet, c'était le responsable de la seconde équipe d'investigation de l'Alliance du Murim, connu sur le nom de Go Jujol, qui était la préoccupation du maître des lieux.
Le père de Baek Suryong fit aussi les présentations à son tour, disant qu'il n'a pas de surnom pour l'instant. Ce fut de même pour notre protagoniste qui lui aussi disait qu'il n'avait pas de nom tout comme son père, car ses arts martiaux ne sont pas qualifiés, ce que son père ne supporte pas et va le faire regretter plus tard ses dires. Mais celui-ci les fait comprendre qu'ils ne doivent pas être aussi modestes alors qu'ils ont battu les pratiquants des arts démoniaques, sur ce point ils sont bien meilleurs qu'eux. Mais le maître du dojo Baek ne sait quoi répondre à de tels compliments et dit qu'ils ont juste eu de la chance. Mais celui-ci a des doutes, et demande à ce dernier s'ils ne se sont jamais croisés auparavant, que le maître répondit par la négative avec beaucoup trop de peur comme s'il cachait quelque chose. Il ordonna à ses sbires d'aller récupérer les criminels dans la cave pendant que lui discutera un peu avec ceux-ci, qu'il l'exécuta tous à rythme sans expression à vive allure pendant que celui-ci demande un peu de thé puisqu'il vient de très loin, pour mieux faire connaissance. Quelques minutes après, il les fait comprendre qu'il s'agit d'un groupe qui rêve à recréer le culte démoniaque tombé il y a plusieurs décennies maintenant, et que ces individus capturés par eux, en sont bel et bien membres eux aussi. Il pose la question avec un aura les plus glacial qui soit à ceux-ci, s'ils l'ont entendu ou alors, causé avec ces criminels qu'ils ont capturés. Mais le père de Baek Suryong a répondu bref qu'ils n'ont rien fait de tout cela, tout ce qu'ils ont fait, est de les capturer. En se levant, il les fait comprendre que l'alliance du Murim garde l'œil sur les agissements du culte démoniaque à Loup, que s'il y a du nouveau qu'il les fasse signe immédiatement, que ceux-ci prirent note immédiatement sans réfléchir. Mais en voyant le responsable du domaine d'investigation foutre le camp, le maître du dojo Baek se réjouit disant qu'il a eu chaud aux fesses en présence de celui-ci qui ne l'a pas démasqué. Mais le responsable se souvient de ce visage mais où cela le revient et se déplace rapidement vers le maître du dojo Baek lui faisant comprendre qu'il l'a démasqué enfin, que Baek Suryong ne comprend pas ce qui se passe et constate qu'il est impuissant devant un tel monstre. Mais les deux se taquinaient depuis tout à l'heure, et se connaissaient depuis qu'il étudiait à l'Académie du Dragon d'Azur et se trouvent l'un comme l'autre changés depuis le temps. Sauf que notre protagoniste lui, était complètement abasourdi et n'arrivait plus à suivre les événements se déroulant sur ses yeux. Tout à l'heure son père le parlait avec un tel respect, mais maintenant il ne le voit même plus, comme si de rien n'était, et vaudrait vraiment qu'on l'explique. Celui-ci ne savait pas qu'il deviendrait un membre de l'Alliance du Murim un jour et venir le rendre visite, ça fait effectivement 30 ans qu'ils ne se sont pas vus. Les deux ont fréquenté dans une grande institut, mais le père de Baek Suryong a quitté celle-ci comme un voyou pour épouser sa mère. La soirée s'étant suivie, le vieil ami dit au maître du dojo qu'il peut venir à l'Institut d'Azur pour faire bénéficier ses cours particuliers et devenir un homme respectable dans la vie, chose qu'il a demandé à réfléchir d'abord un moment. Il continue en lui disant que le salaire d'un instructeur de l'académie est vraiment quelque chose, et qu'avec ça, il pourra bien vivre, mais celui-ci refuse. Pour notre protagoniste, ceci est une situation à ne surtout pas rater car il a besoin d'argent pour se soigner. Le matin étant arrivé, le départ du vieil ami Joe Jujol était imminent, et celui-ci les souhaita une bonne vie puis avec la technique de lévitation, s'envola vers ses occupations. Le père de Baek Suryong lui demande après le départ de son ami, s'il souhaite vraiment aller à l'Académie du Dragon d'Azur comme a suggéré ce dernier, qu'il répondit par une affirmation directe sans hésiter. Mais cela est absurde d'après son père, lui disant que le Murim n'est pas un monde idéal comme il le pense, qu'il a passé sa vie entière pour soigner son flux d'énergie, mais celui-ci veut quand même aller se jeter dans la gueule du loup. Mais c'était sans savoir que son fils n'existait plus, à la place c'est un homme d'une autre époque qui plus est, le meilleur instructeur en art d'assassinat. Il fait comprendre à son père de ne point s'inquiéter car il est bien plus coriace qu'il le pense. Son père n'est pas d'accord que son fils aille s'inscrire à l'institut pour y prendre des cours. Des cours, s'inscrire, qui a parlé de cela. Lui part pour devenir le meilleur instructeur de l'Académie du Dragon d'Azur, pas pour devenir un étudiant. Son père n'arrivait pas à y croire, cet enfant risque de lui donner un arrêt cardiaque à un de ces quatre. Il est bien conscient qu'il est faible, mais se souvient de l'un de ses grands maîtres lui disant où il peut obtenir des remèdes pour favoriser son Egong, donc lui et son père sont partis la chercher dans les montagnes près de leur village. Arrivés, ils ont fait face à un tigre géant appelé bête spirituelle, mais au fil d'un moment sont venus à bout de celui-ci avec beaucoup de difficultés, et ont réussi à trouver le remède miraculeux qui aidera Baek Suryong à être plus en forme. Le père de ce dernier se rendirent en ville pour vendre la fourrure du tigre, car apparemment, elle vaut beaucoup d'argent. Quant à Baek Suryong, il décide de préparer les remèdes trouvés dans la montagne et les boire immédiatement pour vite augmenter en niveau. Mais au moment où il l'a bu, son corps a commencé à changer à l'œil nu montrant d'innombrables veines montées au niveau du cou, laissant place à beaucoup de souffrances insupportables. Mais Baek Suryong étant un être venu d'ailleurs, connaît comment s'y prendre face à de telles choses inconvénientes, puis s'assoit pour pouvoir absorber l'énergie interne de ce remède. Et au bout de quelque temps, il a réussi et peut maintenant disposer d'une infirme partie de Negong à l'intérieur de son corps à l'insu de tous. Et les jours qui se sont suivis, ce dernier a bien progressé en arts martiaux et en puissance, en utilisant la technique du poing que lui avait enseigné l'un des 4 grands maîtres d'antan. 2 mois plus tard, les villageois sont dans le hall du dojo Baek en train de discuter du combat du siècle qui se prépare, et se demandent si notre protagoniste va réussir cette épreuve. En effet, ceux-ci ont été convoqués par le père de Baek Suryong, pour assister au combat de son fils face à lui. Le but est simple, si son fils gagne contre lui dans ce combat, il sera libre de faire ce qu'il voudra à compter de ce jour mais si c'est lui qui gagne, ce dernier devrait lâcher l'affaire et rester dans ce village, trouver la femme qui passera le restant de sa vie avec lui, et vivre heureux. Alors il lui dit d'abandonner maintenant tant qu'il est encore temps,
de renoncer à partir s'il ne veut pas être humilié devant tout le monde, car tous ceux présents ici connaissent sa maladie et sa faiblesse. Mais notre protagoniste lui fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de rester ici, encore moins de perdre face à son père, car ils seront tous surpris des énormes progrès qu'il a fait ces derniers temps. Il envoie son sac de voyage qui le dérangeait autant à l'un de ses disciples, puis se met en position de combat pour faire face à son père qui ne semble pas rigoler. Dans ce cas, celui-ci l'avertit une fois de plus, lui disant ensuite qu'il ne compte pas aller de main morte avec lui même s'il est faible et malade. Les deux se déplacent très rapidement puis entrent en collision totale avec leur épée qui résonne à des kilomètres, sur le regard ébahi de tous les individus présents sur les lieux, ne comprenant pas comment Baek-Suryeong le malade, le faible, puis tenir tête à son père qui ne part pourtant pas de main morte. Il fait comprendre à son père qu'il voit beaucoup de lacunes dans son style, et qu'il va tout faire pour aider son père à combler celles-ci. Celui-ci ne comprend pas, depuis quand son fils est censé lui donner des cours alors qu'il est le maître de ce dernier. Il se lance encore à l'assaut, cette fois-ci plus fort que précédemment mais Baek-Suryeong a réussi encore à le parer sans effort. Il continua ainsi de suite jusqu'à faire rebrousser notre protagoniste à des dizaines de mètres en arrière, sur le regard choqué de tout le monde qui le sous-estimait auparavant. Son père le félicite tout de même pour ses progrès visibles à l'œil nu mais, il n'est pas encore trop tard pour changer d'avis car cette fois quand il attaquera, ça sera la fin du combat. Mais notre protagoniste attendait cela avec beaucoup de patience depuis bien longtemps, donc il va lui montrer vraiment de quoi il est capable. Celui-ci s'est jeté en première étant très bien confiant sur Baek-Suryeong en effectuant une attaque meurtrière, mais ce dernier a réussi à parer celle-ci avec du Negong au dernier moment, repoussant son père brusquement et violemment de l'autre côté, qui est effectivement très surpris de ce qu'il voit. Il demande à son fils comment cela pouvait être possible qu'il puisse utiliser le Negong alors que les médecins avaient dit qu'il n'en pourrait jamais. Mais l'heure n'est pas à la discute, il va en finir avec lui une fois pour toutes. Mais Baek-Suryeong avait évité son attaque de justesse au dernier moment, puis se tenait devant son père lui disant qu'il avait gagné le combat organisé par celui-ci. Son père n'arrivait pas à comprendre les progrès quasi impossibles de son fils. La foulée n'arrivait pas eux non plus à croire leurs yeux, se demandant comment cela pouvait être possible. Baek-Suryeong dit à son père que ceci n'est effectivement pas de sa faute qu'il soit né faible et malade, et ce n'est pas non plus sa faute que son épouse est morte. Puis brisa le collier auquel son père s'était attaché, donnant le sentiment à celui-ci qu'il venait de se libérer d'un énorme fardeau d'une vie. Et c'est ainsi que le combat se termina en faveur de notre protagoniste. Tout le monde était très content de Baek-Suryeong, et comprirent qu'il avait beaucoup changé maintenant. Certains villageois viennent pour donner des vivres pour le chemin qu'il va emprunter à partir d'aujourd'hui. Quant à ses petits élèves, ceux-ci l'encouragent et le promettent qu'ils deviendront super forts comme lui. Son père était très soulagé et le regardait avec un regard fatigué, maintenant son fils est un grand homme et peut désormais vivre seul. Et après une longue discussion entre père et fils, Baek-Suryeong décida de prendre le large pour des nouvelles expériences, saluant ainsi son père au passage. Celui-ci lui fait comprendre qu'il rencontrera probablement le directeur de l'Académie du Dragon d'Azur, et que celui-ci est son grand-père. C'est un vieux schnock dégoûtant qui passe son temps à hurler sur tout le monde, et le pire c'est qu'il mérite son titre car celui-ci est bonnement monstrueux. Notre héros est impressionné de cette nouvelle et tâchera de la mémoriser mais son père, lui fait comprendre qu'il se pourrait que ce dernier puisse être en colère en le voyant car il déteste son beau-fils. Chose qu'il ne comprend pas, et se demande quel genre de personne est cela au point de s'en prendre à son petit-fils. Mais il tâchera d'être distrait pour cette fois, et c'est ainsi que fit le départ de notre protagoniste Baek-Suryeong, vers la ville d'Ilyang. À présent qu'il n'a plus de fardeau, il va se concentrer à présent sur ses arts martiaux pour compenser sa faiblesse face à son fils, rémemorant tous les instants passés avec sa femme. Si elle était là, il lui aurait dit que son fils a bel et bien grandi et est devenu un homme, qui peut à présent se confronter à tout le Murim. Arrivé sur les terres d'un des 5 grands instituts du Murim, l'Académie du Dragon d'Azur, Baek-Suryeong est parti voir un coup dans une maison close pour se détendre un peu. Mais à l'intérieur, une personne n'arrêtait pas de se vanter d'avoir étudié à l'Académie du Phénix quand il était jeune, et dit même qu'il sera le premier choisi sauf que notre protagoniste n'aimait pas une telle personne qui se jette des fleurs de la sorte. Même les autres individus présents sur les lieux n'en pouvaient plus des dires de cet abruti. Tellement concentré dans ses dires, il fait comprendre à ses amis qu'ils doivent le payer un pot de vin s'ils veulent réussir l'entretien mais, une autre personne venue d'ailleurs tenant une lance derrière, l'interrompa. Celui-ci avait laissé s'échapper une aura meurtrière les plus sinistres qui soient, perçue à la surprise de tous même de Baek-Suryeong, lequel comprirent que ce dernier arrivant est un véritable maître dans son style. Celui-ci interpelle le crâneur de tout à l'heure, lui faisant comprendre qu'il gêne tout le monde avec ses fausses éloges, et s'il tient à la vie qu'il disparaisse de son champ de vision tout de suite. Les amis du gros individu essaient de raisonner le nouveau venu à la lance, qu'il s'agresse à la mauvaise personne mais celui-ci en question comprirent vite l'écart de niveau, et c'est qu'il mourra au simple faux pas face à lui. Il dit à ses alcooliques de se taire et de foutre le camp immédiatement d'ici s'ils veulent tous survivre, et c'est ainsi qu'ils ont pris le large la queue entre les jambes. Cet acte a sollicité la curiosité de certaines personnes comme notre héros, qui comprend que ce type est violemment puissant, mais pas autant que lui, il doit probablement être issu d'une grande famille renommée. Les individus présents sur les lieux commencèrent à remercier le jeune homme à la lance, de les avoir débarrassés des ordures comme ce dernier sorti, chose qu'il apprécièrent également. Lui il aurait voulu qu'il se batte au lieu de partir comme ça, mais celui-ci demanda à s'asseoir devant notre protagoniste pour entamer une discussion au plus gros désarroi de ce dernier. Il se présente sur le nom de Akai Yeonyo, et c'est son tout premier voyage et n'a encore de surnom,
invite ensuite Baek Suryong à partager un verre avec lui car il le trouve intéressant qu'il accepta. Tout à l'heure quand il a libéré son aura meurtrière, seul Baek Suryong était vraiment apte à réagir et n'avait même pas peur. Rien que ça, attire sa curiosité. Les deux passaient ensuite une merveilleuse soirée à boire, racontant chacun leurs exploits et leurs indignations à la longue. Mais plus loin dans cette même ville, un vieil homme supplie pour sa vie car n'a pas envie de mourir de la sorte mais son ravisseur, lui dit que c'en est fini de lui, qu'il ne servait plus à rien. Le matin, nos deux individus déjà rapprochés en tant qu'amis, se dirigeaient vers les responsables de l'académie pour s'enregistrer quand soudain, on les interpelle derrière. C'était Go Jujol, le responsable des investigations de l'Alliance du Murim, qui était là pour remettre sa lettre de recommandation à Baek Suryong. Il lui fait comprendre par la suite qu'un meurtre a été commis dans la ville, son corps a complètement été fracassé, on dirait une technique du clan des démons. Baek Suryong n'arrive pas à comprendre, d'après ce qu'il sait, le clan démoniaque est en train de renaître ou quoi, d'abord chez lui au village, et maintenant ici. Et comme celui-ci a déjà intercepté les pratiquants similaires, il sera donc indispensable pour cette mission d'après Go Jujol, et son curriculum sera encore plus lourd, chose qu'il accepta sans encombre, c'est même plus bénéfique pour lui. Baek Suryong veut lui-même voir s'il s'agit d'un art démoniaque, et en tirer ses propres conclusions. Bien sûr, Akai et Onyo l'accompagnent également dans cette affaire. Par la suite, ils sont présentés au chef de la police de Namcham, connu sur le nom de Chong Cheon, qui est chargé de cette affaire. Ils le saluent à leur tour, et essaieront de ne point le déranger dans ses mouvements. Quelques minutes après, Baek Suryong examine le corps trouvé, et comprend qu'il s'agit de la plus faible technique démoniaque, mais n'est pas encore totalement sûr, donc il aura besoin de rencontrer les suspects enregistrés. Akai et Onyo ne pouvaient plus supporter d'être là, à les regarder tripoter un cadavre, et s'enfuient pour ne pas gerber sur place. Arrivée à la maison close du premier suspect, celle-ci n'approuve pas les questions de ces derniers. Elle les fait comprendre que bien qu'elle ne soit pas en bon terme avec le défunt, elle n'aurait jamais fait quelque chose de ce genre. D'après les dires de celle-ci, Baek Suryong arrive à la conclusion qu'elle n'est pas la coupable. Mais soudain, on frappe à la porte et les bruits se font attendre de l'extérieur à la grande surprise de ceux-ci. Celui qui servait de garde du corps de la maison close, survolait en direction de nos héros, puis s'est écrasé sur leur table se tortillant de douleur. Et c'était Heo Il, le fils du défunt vieil homme, venu avec sa bande pour récupérer les biens de son père. Celle-ci lui hurle d'arrêter son vacarme et qu'elle ne donnerait jamais de tels biens à une personne aussi irresponsable, mais celui-ci avait tout prévu et savait comment faire chanter une personne facilement. Si elle tient à la vie de sa nièce, qu'elle le lègue tout ce qu'elle possède ou sinon, il la tue. Avec une telle personne à la tête, n'importe quelle activité de revenu trouvera la faillie à coup sûr. Akai et Onyo demandent au chef de la police s'il compte rester les bras croisés encore longtemps, que celui-ci lui répondit qu'ils sont seulement chargés des affaires de meurtre, pas des affaires internes comme celle-ci. Dans ce cas, c'est lui qui va s'occuper d'eux et ne compte même pas y aller de main morte. D'un seul coup de percée, il avait neutralisé toute la bande sans encombre, au plus gros désarroi de Heo Il, qui ne comprenait rien et commencèrent à supplier pour sa vie, promettant de le payer beaucoup plus que la vieille. Quelques minutes après, tous étaient vraiment dans de pitoyeux états, et ne savaient pas qu'ils trouveront un maître de la famille Aka dans les parages. Notre héros lui pose ensuite des questions sur ses motivations et ses alibis la veille de la mort de son père, qu'il répondit par la négative, disant qu'il n'est même pas le seul fils de ce défunt d'ailleurs. Celle-ci essaie de camoufler l'affaire, mais qu'il se taise dit-elle. Les deux n'ont fait que se disputer à la longue que Baek Suryong n'a pas pu résister et l'a bêté d'un droité. Quelques minutes plus tard sur le chemin du retour, Baek Suryong demande au chef de la police pourquoi il ne les a rien dit du testament et de l'existence des autres enfants, mais celui-ci dit qu'il a jugé bon qu'ils ne doivent pas être au courant d'une telle preuve. Baek Suryong le regardant partir, a compris que ce dernier ne les fait du tout pas confiance, mais ça se comprend tout de même. Le troisième suspect avait vraiment l'air d'être le coupable d'après son apparence, mais après une multitude de questions de leur part, il s'est avéré qu'il était même plus gentil que son apparence au fond. Mais quelque chose traverse les pensées de notre protagoniste, pourquoi diable le chef ne lui a pas fait part de ce... Celui-ci n'arrivait pas à le comprendre, et s'empressa de dire au chef de la police de l'en dire plus sur le testament, qu'il répondit comme d'habitude avec une froideur, que ceci ne les regarde pas. Il se fait tard maintenant, donc ils continueront l'enquête demain si possible, lui rentre. D'après Baek Suryong, ce dernier restera donc méfiant jusqu'au bout. Akai et Onyo lui demandent pourquoi fixait-il tout le monde de la sorte, qui lui répondit par habitude bien sûr. Même dans sa vie antérieure, il aimait fixer les gens, observer les moindres détails du visage, ce qui l'a permis de survivre sans égone pendant cette période. La nuit, notre protagoniste n'arrive pas à faire le rapport avec les indices à sa disposition, selon lui, il manquerait quelque chose. Soudain Akai et Onyo ouvrent sa porte lui hurlant qu'il y a un incendie chez l'un des suspects enregistrés. Les deux se sont rendus sur les lieux quelques minutes après, et constatent que ce n'était pas une blague. Mais de l'autre côté, le chef de la police les interpella pour leur annoncer quelque chose. Il tient une feuille sur les mains, disant à nos héros qu'il s'agit d'un testament de confession de la part du fils du défunt, auquel il dit qu'il a tué son père pour de l'argent mais maintenant, il n'en peut plus de ce fardeau donc a mis l'incendie pour disparaître lui aussi. Il les fait comprendre que l'enquête est terminée maintenant, et qu'il va aller faire son rapport et les remercie pour leur participation. Son ami lui dit qu'ils doivent rentrer à présent mais Baek Suryong lui dit de s'avancer lui a d'autres choses à faire d'abord. Quelques minutes après, le chef de la police est en train de marcher en chemin vers ses appartements,
quand soudain ressent la présence d'un individu sinistre derrière, avant de dégainer à vive allure lui hurlant qui le suit depuis. C'était notre protagoniste Suryong Baek, qui se trouvait juste derrière. Il lui fait comprendre qu'il sait que c'est lui qui a tué le vieil homme, car celui-ci maîtrise la technique démoniaque à Dekua, ça se voit par ses yeux qui deviennent rouges quand il perd le contrôle de lui, sans compter de qu'il ne s'est même pas changé après avoir quitté les lieux du crime. Celui-ci, n'en pouvant plus des dires de son interlocuteur, décide de passer à l'assaut pour le faire taire car Baek Suryong en savait beaucoup trop sur lui. Il attaque rapidement pour tuer, mais celui-ci a esquivé au dernier moment de justesse. Il fonce encore avec une autre attaque, cette fois plus vite et plus fort. Mais Baek Suryong se tenait déjà au-dessus de lui en un seul saut, avant de l'infliger des attaques combo des doigts dans le dos pour le ralentir, avant de le déstabiliser et désarmer par la suite à une vitesse incroyable, s'apprêtant à effectuer une contre-attaque car le Waigong est sa spécialité, puis l'écrasa violemment au sol de toutes ses forces au plus grand désarroi du chef, l'empêchant ainsi de bouger ne serait que le pouce de sa main. Baek Suryong lui demande d'abord de retrouver ses esprits et de se calmer, qu'il le fait à la demande se sachant vaincu. Il lui demande ensuite à quel moment celui-ci a mis la main sur les arts martiaux démoniaques, que ce dernier lui fait comprendre qu'il pleurait sur la tombe de sa mère un jour, quand soudain quelqu'un s'est approché vers lui donnant un manuel d'art inconnu, il ne savait pas qu'elle était due aux arts martiaux démoniaques. Mais grâce à cela il est parvenu à se hisser au sommet, et a atteint le rang de chef de la police. Mais un jour, après qu'il ait eu son titre, un vieillard est venu devant lui disant qu'il est son père, cherchait à s'excuser de la mort de sa mère, disant qu'il était là pour se rattraper en lui offrant tous ses biens. Sauf que lui, ayant grandi dans la pauvreté, n'en voulait pas de son argent mais le fait que celui-ci soit au courant de la vie misérable qu'il a vécue avec sa mère depuis ce temps, l'a dégoûté et il s'est mis en colère et l'a tué. Mais c'est parfait pour quelqu'un comme Baek Suryong qui est accro à l'argent, et celui-ci lui fait comprendre qu'il ne le dénoncerait pas, il n'a rien vu et ne sait rien par contre, il t'a une condition. Puisqu'il ne veut pas des biens de son père, on ne peut pas gaspiller l'argent non, alors il lui demande de tout lui donner lui en saura faire bon usage. Ce genre de choses est dans ses cornes, il ne s'est rien passé ici aujourd'hui, sans compter qu'il veut le débarrasser des effets secondaires de la technique démoniaque qu'il maîtrise. Par conséquent, celui-ci devrait lui donner son héritage puisqu'il ne le veut même pas. Par ailleurs le matin à la maison close, la dame trouve cette situation très intéressante. Pour elle à présent tout la revient de droit alors qu'elle était simplement une simple actionnaire minoritaire, et voilà qu'elle détient tout sans pour autant que quelqu'un conteste. La seule chose qui lui reste, est de trouver le testament ou sinon la falsifier elle-même. Mais soudain, le chef de la police va entrer dans la pièce où se trouve celle-ci pour lui faire part d'une chose. Il lui dit qu'ils ont trouvé le testament et l'héritier qui y va avec, chose qu'elle n'arrive pas à comprendre et à croire, à présent qu'elle croyait être la seule maintenant. Pour elle c'est tout bonnement absurde. Personne ne sait si ce garçon devant elle est vraiment l'héritier ou alors un gros escroc, mais le chef de la police lui fait comprendre qu'ils ont déjà mené les enquêtes, demandant à cette dernière si elle conteste la police. Le jeune garçon se présente sur le nom de Cheon-eo, lui remettant ensuite le testament qu'il détient. Elle ne pouvait pas y croire mais la réalité est bien là devant elle. Après quelques heures de discussion et de visite des lieux, Cheon-eo était donc le nouveau propriétaire de la maison close et des avantages qui y vont avec. Quelques minutes après, ceux-ci sont sur le chemin du retour en direction de leur appartement. Le chef dit qu'il est plutôt bon acteur quand il s'y met, que celui-ci enlève son masque lui disant qu'il faisait ça bien plus longtemps qu'il le pense. Le chef de la police lui dit qu'il faut mettre cette femme en prison car elle fait bien des choses ignobles mais Baek Suryong lui dit qu'il faudrait la laisser pour le moment mais après, elle n'en échappera pas. Les deux se sera ensuite la main comme pour dire que leur deal a bien marché et promettent de s'entraider dans l'avenir. Plus tard, Baek Suryong trouve le responsable d'investigation de l'Alliance du Murim pour lui faire part des récents événements. Celui-ci lui demande s'il n'a trouvé des techniques d'art démoniaque sur le corps du défunt, qu'il répondit par une négativité directe. S'il lui fait comprendre qu'il s'agit en réalité d'une, il se posera des questions sur comment et qu'il connaît ce genre de détails donc vaut mieux faire profil bas. Dans la soirée, Akai et Onyo vont à sa rencontre avec les lettres d'admission à l'épreuve à venir, disant à ce dernier que ce sont les élèves qui voteront leur propre instructeur. Celui-ci ne comprend rien. Si c'est le cas, il est obligé de faire profil bas à ses mioches quand ils le provoqueront juste pour être admis, c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. À l'annonce du recrutement de l'Académie du Dragon d'Azur, les candidats qui passent l'entretien après avoir été pris sur dossier et qui réussissent l'examen pratique seront recrutés pendant 3 mois en tant qu'instituteurs provisoires. Chaque mois, ces derniers devront passer avec l'Académie un contrat et devront accepter de travailler pour elle pendant 3 ans. Celui-ci se demande s'ils seront vraiment payés chaque mois, tandis que l'autre n'y comprend rien du tout. Notre protagoniste est vraiment furieux car l'Académie lui demande d'être gentil avec ses élèves. Son ami lui fait comprendre que sur les 100 personnes postulantes, seulement 5 seront retenues à la fin. Baek Suryong demanda alors à son ami si la remise des dossiers avait lieu dans 4 jours, et celui-ci le confirma. Il reste 3 jours avant l'entretien de notre protagoniste, et perçoit qu'il n'y aura aucun problème avec l'énergie externe grâce à la technique de son ancien maître de sa vie antérieure. Maintenant qu'il pense, Baek Suryong aura besoin de préparation, à vrai dire il ne fait qu'y penser depuis leur première rencontre, que notre protagoniste demande ce qu'il manigance. Quelques jours plus tard, vint le jour de l'entretien de l'Académie du Dragon d'Azur, les nombreux instructeurs venus du monde entier, vinrent nombreux afin d'intégrer celle-ci. Mais 2 individus postés sur le toit, firent remarquer très vite que l'Académie a perdu de sa prestance d'antan, car parmi les candidats, peu sont des guerriers de haut rang, avant d'affirmer juste peu après, qu'ils n'en garderont qu'une poignée.
Gojindok, responsable des étudiants de l'Académie d'Azur, se fit la promesse à ce moment précis, de faire retrouver sa renommée passée à l'Académie. L'examen débuta peu après, et les candidats furent appelés à s'avancer. Baek Suryong et son nouvel ami, durant leur arrivée se firent tous les deux remarquer par leur beauté, qui fut due par la fameuse préparation que lui avait proposée son ami. Ils furent très rapidement importunés par le même homme que quelques jours auparavant, mais lui régla très rapidement son compte. Ils furent néanmoins accostés par un vieil homme qui, après avoir expulsé leur agresseur, voulut en faire de même avec eux mais se ravisa. Plus tard il fut dit que ce vieil homme était le proviseur, mais Baek ne fit que ressentir une sensation familière, en adressant quelques mots avec ce vieillard, et ce dernier, lui aussi sentit qu'il avait déjà rencontré notre héros. Après cette rencontre, nos deux compères, suivis d'un autre candidat, entrèrent dans une salle, où assis devant eux, 3 hommes qui leur feront office d'examinateurs, mais notre héros fit impressionner car ces individus étaient entre autres, les fameux Guanyin aux 1000 mains, la lame enflammée Sheolwu GWA, et l'épée divine à 3 lames Namsun Su. Ils furent appelés à se présenter chacun à leur tour, et à donner leur motivation. Au tour de Baek, Namsun se mit en colère, car trouvant insultant qu'un simple cambroussard, n'ayant qu'enseigné jusqu'ici qu'à des enfants puissent postuler pour un rôle aussi important, mais notre héros ne se laissa pas faire, le menaçant qu'il pourrait l'éliminer rien qu'avec son énergie externe, mais il fut très rapidement arrêté par son ami. Une fois leur tour passé et hors de la salle, les deux jeunes hommes furent invités à dîner par le candidat qui est passé en même temps qu'eux. Celui-ci se présenta sous le nom de Ilo Mayeong, et durant le dîner, ceux-ci discutèrent à propos de l'examen pratique qu'il leur restait à passer. Et dans ce même dîner, Baek fut accosté par le proviseur, celui-même qui l'avait menacé d'expulsion cet après-midi, puis les deux se dirigèrent dehors, où le vieil homme demanda le nom du père de Baek immédiatement, et celui-ci ferait mieux de lui répondre honnêtement. Face à l'hésitation qu'avait notre héros face à sa question, il déploya une énergie extrêmement sinistre remplie de déplaisance menaçante, tout en sortant son sabre du fourreau, et c'est au moment où il était sur le point d'attaquer, que Baek se prosterna rapidement en s'écriant « Grand-père », et qu'il était ravi de le rencontrer. Face à cette réponse, le vieil homme se calma et s'empressa de poser ses mains sur les joues de Baek, tout en lui disant à quel point il ressemble à sa mère, le tout en ayant le visage larmoyant. Puis après s'être rendu compte qu'il ressemblait aussi à son père, celui-ci se remit un peu en colère à cause de son sourire. Ayant accompli son objectif, le vieillard se sépara de Baek et ce dernier retourna dîner avec ses 2 amis, où il apprit que l'examen pratique serait composé de 2 épreuves, un cours démonstratif et un duel. Afin de pouvoir mieux connaître les étudiants qu'ils devront enseigner durant l'examen, Ilio les proposa d'aller faire un tour à l'événement en plein air qu'aurait prévu le comité étudiant. Ceci étant approuvé des autres, ils décidèrent de poursuivre leur soirée dans la bonne humeur, tout en s'interrogeant un peu à propos de la rudesse du comité. Puis tout à coup, un bruit immense interpella toute la salle dans laquelle ils dînaient. Celui-ci était dû au fait un homme s'était fait violemment projeter sur une table. Et dans la direction par laquelle il venait, sortit un jeune homme, qui se dirigea vers le malheureux. Baek s'écria si c'est le guerrier de lumière. Et ce dernier se retourna et se dirigea vers notre héros, le tenant par le col et le menaçant de ne plus utiliser cette appellation face à lui. Mais n'étant pas impressionné, Baek le largua et celui-ci se mit dans une plus grande rage, et voulut l'attaquer, mais fut très rapidement stoppé par le comité qui était chargé de procurer la sécurité durant l'intercation. Son nom fut prononcé, il s'agissait de Eunweon Kang. Baek Suryong se rendit très vite compte de la ressemblance avec Eunwonu, en déduisant qu'il pourrait s'agir d'un de ses cousins éloignés ou alors son descendant. Malgré les avertissements des gardes chargés de la sécurité, Eunwon ne se calma pas d'aussitôt, dégaina son épée et le dirigea rapidement et violemment vers les gardes les hurlant qu'il éliminera quiconque le touchera. Un combat féroce s'entame entre les gardes et Eunwon, qui malgré le fait qu'il soit à 2 contre lui ne semble pas l'affecter. L'un des gardes lui assène un coup de fouet, mais celui-ci s'en saisit à main nue, et profita pour larguer sur le niveau du conseil des étudiants. Soudain le second garde surgit devant prêt à lui donner un coup de bourdin, mais ce dernier le bloqua, avec une facilité déconcertante de son avant-bras, tout en affichant un sourire les plus narquois qui soient. Pendant ce temps, Baek et ses amis s'émerveillent devant la synchronicité des 2 gardes, ce qui laisse paraître qu'ils ont reçu un entraînement bien ardu. Mais restent plus impressionnés par Eunweon, car celui-ci arrive sans mal à contenir et combattre ses opposants, et le tout en étant saoul. Comme voulant mettre fin rapidement au combat, se saisit de son sabre et assena un incroyable coup qui fit valser ses 2 adversaires à l'autre bout de la pièce. Baek sentit le mépris que les autres étudiants vouaient à Eunweon, mais comprit que c'était une manifestation de la peur qui leur faisait ressentir celui-ci. Les 2 gardes n'avaient pas encore abandonné et revirent à la charge, mais grâce à son immense sabre, ils parent toute leur attaque sans aucun mal avec une facilité incroyable. Baek trouva sa manière de combattre étrange, et demanda à son ami s'il utilisait les arts martiaux de sa famille, qui repoussa sa réponse à plus tard, ce qui intrigua encore plus Baek. Le combat continua de battre son plein, et Eunweon décida d'en finir et se mit à charger vers les gardes. Mais tout à coup derrière lui, quelqu'un lui hurla d'arrêter ses manières idiotes. Et fut à une fraction de seconde entouré par 4 autres hommes qui n'étaient pas de simples amateurs. L'homme qui lui avait crié de s'arrêter s'avança vers lui, et Eunweon l'a reconnu, car celui-ci se nomme Sayeok Peng. Celui-ci le menaça de l'humilier en public s'il n'arrêtait pas son drabuge, alors Eon prit de peur, se calma et partit sur le champ. Une fois parti, Peng se dirigea vers Baek et ses amis qui s'apprêtaient à partir. Celui-ci vanta leur physique et se présenta comme président du club de l'Alliance de l'Académie du Dragon d'Azur. Ceux-ci manquèrent pas de se présenter à leur tour, puis s'excusa pour le désagrément orchestré par leurs camarades.
Baek le comprit et lorsqu'il se dirigea vers la sortie fut de nouveau interpellé par Peng, qui voulut lui offrir un dîner en charge d'excuses. Ce dernier accepta, mais Baek remarqua très vite qu'il avait invité beaucoup d'aspirants instructeurs, et comprit que Peng faisait cela pour se mettre dans la poche ceux qui passeront les examens. Sortant des toilettes, Baek Suryong croise Ilion qui lui fait aussi part de sa méfiance envers Peng, mais ce dernier le rassure, en lui disant qu'il lui réglera son compte une fois devenu instructeur. Puis pendant qu'il parlait il entend dire du bruit venant de la salle de fête, c'était Akai Yeonyo qui avait une intercation avec Peng, qui l'accusait d'avoir harcelé une étudiante, mais Baek s'interposa immédiatement pour défendre son ami. Et devant l'insolence du prénommé Peng, celui-ci lui donna une gifle magistrale qui le fit valser sur la table à son plus gros désarroi. Ce dernier eut alors une idée, et décida de lui faire porter le chapeau sur tout ce qui va se passer à présent. Il saisit le visage d'un instructeur à côté de lui, fracassant le crâne de ce dernier au sol, accusant Baek Suryong d'avoir commis ce crime allant contre le règlement de l'académie. Il lui fait comprendre ensuite que de ce bol dont il tient, celui-ci va ajouter qu'il s'est permis de faire le désordre et foutre le bordel partout aux yeux de tous. Mais tout ça, Baek Suryong ne semblait guère impressionné devant un tel vacarme ennuyeux, tandis que la tension ne faisait que grimper à son paroxysme chez le prénommé Peng. Tout d'un coup, un jeune homme aux cheveux roux, connu comme étant le chef de la police, fit son entrée et criant au contrôle de vente d'alcool aux mineurs puis harcèlement. En entendant cela celui-ci prit peur immédiatement car ne veut entacher sa famille en aucun cas, et l'inspecteur s'approcha de lui demanda sa plaque et ses pièces d'identité et de le suivre, mais celui-ci essaya de le convaincre avec le nom et la richesse que pourra lui offrir sa famille s'il Cooper. Le jeune homme lui fait comprendre que ce genre de choses concerne seulement le Murim donc c'est pas à la police d'interférer. Plus tard, Baek Suryong dit que c'est lui qui s'est permis d'appeler l'inspecteur, chose qui frustre beaucoup Peng car n'avait pas prévu un tel retournement de situation, et se rendit compte d'avoir lui aussi été piégé par ce dernier. Menacé, et de peur d'être embarqué au commissariat, il décide de ne pas se laisser faire et veut accuser Baek Suryong d'un crime qu'il n'a pas commis. Le plus incroyable, c'est que cet abruti est appuyé par les autres instructeurs alcooliques qui essaient d'avoir les bonnes faveurs de la famille de ce dernier. Mais soudain le directeur de l'académie qui est aussi le grand-père de notre protagoniste, fait donc son entrée et leur demande ce qu'il se passe ici, et notre protagoniste l'annonce qu'il l'a invité pour qu'il puisse aussi participer au repas auquel Peng les a invités, sans savoir que c'était un piège l'appelant grand-père au regard choqué de Peng et de Akai Yeonyo. Mais depuis quand est que le directeur a un petit-fils se demandait-il, qui plus est Baek Suryong. Ils comprirent tout qu'ils ont mal calculé leur plan, et s'en sont pris à la mauvaise personne. Apprenant cela, le directeur réprimanda fortement ce dernier avec sa bande, et demanda à l'inspecteur de pardonner ses élèves en son nom. Celui-ci accepta tout de même, mais demanda à Peng de prendre la responsabilité des dégâts matériels, donc il devra payer tout ce qui est cassé dans ces lieux. L'inspecteur et le directeur s'en allèrent avec ceci, et une fois le calme rétabli, notre protagoniste avant de s'en aller les fait comprendre qu'ils devraient tous avoir honte de leur comportement. De toute façon c'est pas comme s'ils arrêteront d'aussitôt avec leur naïveté au point d'être menés en bateau pas un gosse. Le lendemain matin qui suivit l'incident, le groupe d'amis se retrouve devant un déjeuner durant lequel Baek annonce sa prochaine escapade malgré le fait que l'examen pratique aura lieu dans moins de 10 jours, le tout en stipulant qu'elle lui serait bénéfique. Pendant ce temps dans une forêt, se fait entendre le bruit de 2 chevaux, chevauchés par 2 cavaliers jusqu'alors inconnus, l'un grand et l'air costaud se nommant Bok et l'autre plus petit et un peu maigrichon. Ceux-ci s'arrêtent dans ce qui ressemble à un petit village, qui a pour particularité de n'être habité que par des personnes peu recommandables. Une fois sur place, il effectuerait quelques achats avant de se rendre dans leur véritable destination. Ils entrèrent dans la forêt, à la recherche d'un fameux forgeron car celui-ci s'était établi un peu à l'écart du village. Selon les rumeurs, le jour où le vieil homme du nom de Wei est apparu pour la première fois, des vagabonds auraient survécu à la mort grâce à ses épées. Les vagabonds les lui avaient au départ achetées pour les utiliser 1 ou 2 fois, mais malgré les combats, aucune des épées qu'ils lui ont achetées ne s'est brisée. Le plus jeune, en écoutant les rumeurs se dit que si cela est fondé, alors ce vieil homme fabriquerait des épées précieuses. Pourtant son compagnon lui fait comprendre que celui-même, qui les a fabriquées a qualifié ces épées de pacotille, faites à la va-vite. De plus, ce mystérieux forgeron accepterait de fabriquer des épées de qualité, en échange de demandes, mais tous ceux qui les ont acceptées, sont tous morts ou devenus fous. Peu après, ils arrivèrent devant une tente, duquel un homme venait de se faire jeter dehors, et un vieil homme, à la barbe et aux cheveux blancs sortis de la tente. Ce dernier tenait un maillet à la main, était musclé et avait un gigantesque tatouage de tigre sur le dos et un dragon rouge sur l'épaule. Le jeune homme s'adressa au vieil homme en demandant à celui-ci de lui fabriquer une épée. Ce dernier accepta direct en échange de demande, mais le jeune demanda à accomplir la demande plus tard car sera occupé dans quelques jours. Mais le vieil homme après l'avoir regardé de plus près, lui dit qu'il a beaucoup de potentiel en lui et accepta, les demanda de repasser et donna au jeune homme une épée en attendant. Celle-ci se nomme l'ombre de la lune selon lui, et au contact de cette arme, le jeune homme sentit la qualité de l'arme. Puis tout à coup, une bande de brigands menée par l'homme qui s'est fait virer, vint pour attaquer le grand-père, mais le jeune homme s'interposa et voulut s'occuper d'eux, comme pour tester son nouveau jouet. Il se plaça devant et prit une posture de combat, et là on reconnut très vite par sa manière de combattre Baek Suryong, qui s'était déguisé. Celui-ci en une fraction de seconde trancha les gorges des 4 opposants en face, puis avec un geste d'une telle fluidité s'occupe de ceux derrière. Durant son carnage il coupe un homme en 2, en partant de la verticale. Notre protagoniste ne put qu'apprécier la qualité et le tranchant de la lame qui s'offrait à lui.
Impressionné par le héros et sa manière de combattre sans pitié, le grand-père revint sur ses paroles et leur demanda de répondre à sa requête tout de suite. Ce dernier, après l'avoir fait asseoir dans sa tente, lui fit part de celle-ci. Elle consiste à assassiner une personne dont il ne dira pas le nom pour le moment, et en échange il aura droit à tout ce que le vieillard a fabriqué pour le moment. Baek Suryong demanda à rester seul un instant avec le vieillard. Ayant deviné la nature personnelle de la requête, son compagnon s'exécuta dès lors demandé. Resté en face du vieux, Baek interrogea le vieux sur la raison qui a poussé l'un des chefs des 8 grandes familles du culte démoniaque, la famille Ouiji, à se retrouver à vivre dans un tel endroit. Le vieil homme tout à fait choqué, comme pris d'une rage intense assena une roue de coups à Suryong, mais ce dernier les esquiva et para sans le moindre mal. Étonné par l'adroitesse du jeune, il l'interrogea sur son identité. Celui-ci lui demanda de se calmer un court instant, car n'ayant aucune intention malveillante à son égard, puisque lui aussi jouait les doubles jeux et enleva son masque pour ainsi laisser paraître son vrai visage et se présenta comme un descendant du clan. Afin de montrer la véracité de ses dires, il exécuta la technique du sabre du loup ensanglanté sous les yeux de ce dernier, pour ensuite gagner sa confiance lui faisant comprendre qu'il l'avait identifié celui-ci par les informations que lui a donné son père qui faisait autrefois partie du groupe des loups ensanglantés. Ils échangèrent un peu et décidèrent enfin d'en venir au fait. Le vieil homme demanda à Baek Suryong de tuer son petit-fils. Plus tard, il suivit le grand-père seul vers les montagnes, où se trouvait son petit-fils et arrivé sur place, il vit un jeune garçon aux apparences délicat et au comportement tout à fait gentil et enfantin. Le grand-père lui raconta que durant l'un de ses voyages, un homme serait venu et donné un livre comportant certaines techniques. Le garçon prit le livre et apprit les techniques. Baek Suryong interrogea le garçon sur la nature de ses arts martiaux, et celui-ci esquissa un coup d'épée très puissant qui balaya tout ce qui était aux alentours, sauf que notre protagoniste avait reconnu cette technique d'arts martiaux. Selon lui, il s'agirait de la technique de l'épée éternelle, et tout de suite, il se demanda comment un enfant de son âge a pu maîtriser la technique de l'épée éternelle du maître épéiste. Le visage de l'enfant changea, s'assombrissant, et celui-ci demanda à son papy s'il pouvait tuer Baek Suryong, car depuis quelques jours il s'ennuie trop. Notre héros demanda au vieil homme de s'écarter un peu, afin de permettre le chargement sur lui et donna un impressionnant coup d'épée. Un combat violent débuta, l'enfant chargea sur Baek Suryong, traversa la distance qui les séparait en un instant et assena un premier coup qui fendit l'air en laissant des ondes de choc, que celui-ci esquiva avec facilité en se plaçant sur le côté, mais son adversaire s'adapta et l'attaqua tout aussitôt, mais Baek esquiva de nouveau le coup en se baissant, et des multitudes de coups d'attaque furent envoyés de la part du garçon, même jusqu'à là notre protagoniste les esquiva tous sans effort. Mais Baek se rendit compte que plus il faisait durer le combat, plus celui-ci s'améliorait et prenait le dessus. Prenant enfin les devants, celui-ci décida d'attaquer très rapidement et efficacement, donnant un coup d'épée qui fit bloquer par le garçon, qui à son tour fut obligé de s'éloigner un peu, mais Baek Suryong chargea aussitôt vers et le rattrapa, puis donna un coup d'épée sur sa jambe mais par les côtés de son épée, comme un maître qui frappe son élève, afin de corriger sa posture. L'enfant se rendit compte qu'il n'était pas pris au sérieux, entra dans une rage et attaqua sans cesse Baek, mais celui-ci esquivait tout avec facilité, tout en lui donnant des conseils sur la manière de se battre, mais le gamin se mit encore plus en colère et comme pour lui donner une leçon, il prit la posture du dernier mouvement de l'épée éternelle. Il attaqua à son tour le gamin à pleine puissance dans son art de l'épée éternelle, auquel ce dernier ne parvint pas à contenir la puissance de celui-ci, puis s'évanouit sur le champ peu après. Un peu plus tard, Baek Suryong se retrouva au chevet du jeune homme et admirait le fait que ce dernier puisse atteindre un tel niveau sans mètres, mais comprit très vite qu'il ne survivrait pas longtemps à cause de l'énergie obscure accumulée dans son corps, donc posa ses mains et décida d'absorber toute cette énergie, ce qu'il réussissait tant bien que mal, et parvint à mélanger cette dernière avec celle présente dans son corps et augmentant ainsi son dandian. Le vieil homme ayant entendu du bruit, entra dans la pièce mais Baek le rassura en lui disant que celui-ci était sauvé sans qu'il n'eût à le tuer. Heureux, le grand-père étreignit son petit-fils, et tous les deux furent extrêmement reconnaissants envers Baek. Il promit à ce dernier de forger une arme d'exception, ayant au minimum le niveau de l'épée du culte démoniaque. Il lui tend une météorite qu'il avait trouvée avec son père lors de la chasse au médicament spécial Negong, et ce dernier n'en revient pas de ce qu'il voit. En effet, cette pierre à elle seule peut déclencher une guerre dans le monde entier pour tenter de la détenir et ce gamin le possède juste comme ça, mais celui-ci lui promit de lui en fabriquer une spécialement pour avoir sauvé son petit-fils. Notre héros les fit évacuer avant que l'homme au chapeau noir qui est son homme de main ne se fasse des idées, et décide par la suite de prendre le jeune garçon avec lui comme élève. C'est déjà le deuxième jour depuis le début de l'épreuve de cours, et ses deux compagnons sont inquiets car celui-ci n'est pas encore de retour. Tout comme le directeur qui vient se renseigner auprès d'eux à chaque seconde d'un air en colère, les hurlant qu'il va leur tuer s'ils ne se montrent pas d'ici quelques minutes. Ce fut le tour de Akai et Onyo de passer l'épreuve d'admission, et le style plus la démonstration de ce dernier était vraiment incroyable pour certains, sans compter de son talent inné ce type mérite de faire partir de la classe des maîtres. Après quelques heures, presque tout le monde avait passé son épreuve et c'était à présent le tour de Baek Suryong qui manquait à l'appel. Les juges eurent alors l'idée de le faire passer en dernier, si et seulement si le dernier veut bien céder sa place, chose qu'il accepta très vite pour enlever le stress de la fin. Le verdict est donc finalement tombé, donc Baek Suryong passera l'épreuve en dernière position. Namsoong sut fait semblant d'être indulgent avec notre héros aux apparences, mais Akai et Onyo a vite compris son manège, car ceux-ci vont devenir plus exigeants autour de notre protagoniste.
Puis vint enfin le tour de Baek-Suryoung pour un cours sur le fondement l'énergie externe, et celui-ci manque toujours à l'appel malgré qu'il fut appelé à maintes reprises. Puis au moment où il fut annoncé comme démissionné, le président de l'académie leur demande de regarder au loin, et ceux-ci vit ce qui s'apparentait à des boulets de canon se diriger vers l'arène à vive allure. C'était notre protagoniste Baek-Suryoung qui fit un entrée les plus incroyables qui soient, subjuguant tous ceux présents dans le hall venus assister à son cours. Il dit être capable de commencer son cours à présent, et comme le son, il traça un cercle autour de lui instantanément, et offrant 100 pièces à qui réussira à le faire sortir du cercle avant la fin de son cours uniquement grâce à son énergie externe. Eun Weon-kang, présent dans la foulée, s'élance le premier pour tenter sa chance, mais celui-ci fut très rapidement saisi par notre héros, et d'un seul mouvement fluide comme du Aikido, l'injecta au sol violemment au plus gros désarroi de celui-ci. Puis ce fut le tour de Peng, qui s'élance en assénant un magnifique coup de pied, mais Baek esquiva se positionnant derrière lui et lui fit un croche-pied qui le fit tomber rapidement. Puis se fit attaquer par une fille complètement folle de lui, qui essaya de lui arracher les cheveux, il esquiva tous ses attaques et l'expulsa grâce à l'énergie externe qu'il a appliquée sur sa paume de main. D'autres élèves vinrent chacun à leur tour, mais personne n'a pu faire la différence, et Baek-Suryoung parvint à tous les expulser du terrain très facilement. Puis les trois premiers décidèrent de l'attaquer en même temps avec embarras, et pour les larguer, Baek-Suryoung décida de n'user que de sa main droite et gauche. Tous les trois attaquèrent immédiatement, mais celui-ci bloqua tous les coups médiocres et les envoyèrent voler sans délai. Mais ceux-ci n'avaient pas encore terminé et revinrent tous à la charge sans cesse. Mais pendant ce temps, un instructeur du nom d'Irak Yang se présenta et dit à Baek que c'est impossible de pratiquer l'énergie externe sans avoir un corps sculpté comme le sien, mais fut rapidement arrêté par le doyen qui stipula que la technique du corps ne développe pas que le muscle et que Baek est suffisamment expérimenté pour s'en affranchir. Celui-ci comprit que Baek-Suryoung risque de le remplacer et demande à un élève grâce à la télépathie d'attaquer ce dernier avec toute son énergie interne pour l'infliger des dégâts. Celui-ci attaqua sans même réfléchir, manquant de peu Eun Weon, mais fut stoppé par notre protagoniste qui dégaina son épée pour contrer et neutraliser l'attaque de ce morveux, le tout sans utiliser son énergie interne, ce qui choqua énormément le public qui assistait au spectacle. Dès lors, la fin de son cours sur le Weigong fut annoncée par les jurys satisfaits du spectacle. Quant à celui-ci qui a ordonné l'assaut sur Baek-Suryoung, il commente à quel point ce nouveau est tombé dans son piège. Il hurla à tout le monde que ceci était un cours de Weigong, mais notre protagoniste l'a enfreint en utilisant le Negong devant tout le monde, donc devra être disqualifié pour cela. Mais le président lui fait encore comprendre qu'il se bourre totalement sur toute la ligne. Ce dernier n'a pas utilisé de Negong mais à la place, leur a montré une parfaite fusion entre l'homme et l'épée. N'est-il pas du même avis que lui, là où les autres juges sont complètement abasourdis de la situation? Désolé la famille, c'est la fin de la vidéo, et j'espère que cela vous a plu autant que moi. Avant de dire quoi que ce soit, la suite est probablement en cours donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, cela nous aide énormément, sans dire qu'on compte aussi sur vos meilleurs likes, et pour en savoir plus sur la suite n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous et la prochaine sur la chaîne Wasaaki.